Ça fait un bien fou de vous retrouver. Vous nous avez manqué pendant ces presque 2 mois de fermeture. Et aujourd'hui, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir à nouveau. Place au Prix Libraire en Scène 2020. Le prix Libraire en Scène est unique parce que c'est à la fois un prix de libraire et de lecteur. Alors, ces 6 finalistes, nous allons vous les présenter. Cécile Poulon, Une bête au paradis, publiée aux éditions de l'Iconoclaste. Une bête au paradis, c'est l'histoire de Blanche et de son frère, tous les deux élevés au paradis par leur grand-mère. Ils vont grandir là, en pleine nature, jusqu'à l'arrivée du premier amoureux de Blanche, Alexandre, qui va dévaster toutes les certitudes et les acquis de cette jeune fille. Et on va suivre l'épopée amoureuse, l'épopée du désir et l'épopée de la violence de cet enfant qui devient une jeune femme et une vieille femme sous les yeux de sa grand-mère et du monde paysan. Sylvain Coher, Vaincre à Rome, publié aux éditions Actes Sud. C'est sur le sport et sur le mouvement à partir de l'histoire réelle de ce marathonien Abebe Bikila qui a gagné le marathon olympique à Rome en 1960 en étant le premier champion africain de l'histoire olympique, qui avait la particularité d'avoir couru pieds nus. C'était pas un sportif professionnel. Ce qui m'intéressait par-dessus tout dans l'histoire de ce personnage, c'est passé d'un seul coup, en 2 heures, 15 minutes, 16 secondes, du statut d'un petit berger soldat à un héros. Bérengère Cournut pour Deux pierres et d'os aux éditions du Tripode. Deux pierres et d'os, c'est un roman d'immersion dans l'Arctique et plus précisément chez les Inuits. Et pour moi, ça vient au départ d'une rencontre avec des sculptures inuites qui sont en os ou en pierre tendre. Comme je suis une femme, du coup, c'était pour moi plus naturel d'entrer dans le personnage d'une femme. Et puis, il y a toute la vie spirituelle qui est celle des Inuits, proche de l'animisme. Et pour moi, l'enjeu, c'était de raconter tout ça de la façon la plus naturelle possible, j'allais dire la plus inuite possible, tout en étant moi-même pas une femme inuite, comme vous pouvez le voir. Sono Giosuè Calasciura, il mio libro è Borgo Vecchio, l'ha tradotto Lise Chapuis, la casa editrice è Noir sous Blanc Notabilia. Questo libro nasce dal mio lavoro di giornalista e da una serie di storie che ho raccolto, storie vere, che ho raccolto dagli insegnanti della scuola di Borgo Vecchio. Alexandra Kozelik a crié dans les ruines aux forges de Vulcain. Tout commence par la catastrophe de Tchernobyl. Nous allons suivre 2 adolescents qui, au moment de la catastrophe, ont 13 ans. Et Léna, elle, va partir en France, tandis qu'Ivan, lui, reste en URSS. Quand le roman s'ouvre, Léna revient en Ukraine 20 ans après. Et donc, le roman, ça va être justement pourquoi a-t-elle mis autant de temps avant de revenir en Ukraine ? Alexis Ragugnot, j'ai écrit un roman qui s'appelle Opus 77 et qui a été publié aux éditions Viviane Ami. C'est un roman qui se passe dans le milieu de la musique classique et qui est avant toute chose une histoire de famille. En fait, ça raconte l'histoire de la famille Clessens, avec le père qui est chef d'orchestre et qui dirige l'orchestre de la Suisse romande. Il est marié à Yael, qui est une chanteuse lyrique d'origine israélienne et qui a perdu sa voix. C'est l'un des mystères de ce roman. En tout cas, ensemble, ils ont eu 2 enfants, Ariane, qui est pianiste et qui est la narratrice du roman, et David, qui est violoniste et qui a renoncé au violon et à la musique alors qu'il était probablement le plus doué de toute la famille musicalement parlant. Et donc, il y a un certain nombre de mystères dans cette famille, et notamment pourquoi la mère et le fils ont renoncé à la musique alors que le père et la fille, un pianiste, sont devenus, eux, des stars de la musique classique. Ce livre-là, il doit absolument gagner, parce que c'est un auteur avec un univers. Je pense qu'il faut qu'il soit diffusé au plus grand nombre, parce que quand on lit ce livre-là, on a envie de lire tous les autres livres de Cécile Poulon. Avec Vaincre à Rome, vous allez vivre une expérience sensorielle incroyable avec la ville éternelle.
Avec Vaincre à Rome, vous ferez preuve de ruse, de stratégie, vous doublerez vos concurrents, vous entrerez en transe. Avec Vaincre à Rome, vous ferez l'histoire et deviendrez champion olympique sans bouger de votre fauteuil. Ce livre mérite de gagner, parce que je suis sûr qu'il a comme nul autre poussé les murs de nos salons pendant ce confinement. Avec De Pierre et d'Os, on part loin, dans cette contrée glacée, contée avec style. Il a ouvert notre cœur, nos yeux à ce peuple incroyable. Franchement, qui peut mieux faire ? Pourquoi il faut voter Borgo Vecchio ? Parce qu'il faut rester optimiste. Parce que ce roman nous montre que la poésie, l'humour peuvent et savent se nicher n'importe où, même quand tout semble perdu. Et aussi parce que Giosuè, je le connais, il est italien, il dira le contraire, mais s'il gagne pas, il va se vexer. Et s'il se vexe, il reviendra pas manger du fromage et boire du vin avec nous. Ça, ce serait vraiment dommage. Donc votez Borgo Vecchio. Il faut absolument que Alexandra Koselleck remporte le prix Libraire en scène cette année. Son livre, c'est une petite merveille, c'est une sorte d'odyssée. Tout y passe, l'exil, l'amour, l'absence d'amour, la quête d'identité. C'est un petit bijou à ne surtout pas rater. Il faut qu'il obtienne le prix Libraire en scène. Il faut absolument lire Opus 77 et voter pour lui. C'est un livre où vous trouverez de l'émotion, du suspense, de la profondeur. C'est un livre qui a beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité et que vous aurez envie de lire et relire encore et encore. Vous êtes les 6 finalistes du prix Libraire en scène 2020, 6 écrivains choisis et réunis par des lecteurs et par des libraires. Justement, quelle place les librairies tiennent-elles dans vos vies ? C'est un lieu touristique quasiment, c'est l'endroit où on va en se disant qu'on va trouver ce qu'on a déjà à la maison et où on est toujours surpris. Donc moi j'adore, même quand j'ai pas d'argent ou que j'ai pas de livre en particulier à acheter, j'adore rôder dans les librairies et j'adore les librairies que je ne connais pas. Un petit peu comme Sylvain, à chaque fois que je vais dans une ville, je passe par une librairie, même si j'ai pas forcément envie d'acheter, et c'est vraiment pour le contact, et à chaque fois je ressors avec plutôt plusieurs livres. Je suis arrivée à Besançon il y a quelques années et je pense que la librairie, ma librairie amie, les Sandales, c'est là que je me suis fait, je pense, même si j'y suis allée timidement au début, c'est là que je me suis fait mes premiers amis. Puis là, par exemple, aujourd'hui, je donne 2 ateliers dans cette librairie. Enfin, pour moi, c'est un lieu où on achète des livres, certes, mais c'est aussi un lieu d'échange, un lieu d'amitié. Quel a été le point de départ, l'étincelle qui a fait naître vos romans ? Il y a eu un moment déclencheur, une étincelle, c'était une rencontre en fait avec une toute jeune violoniste il y a une dizaine d'années qui s'appelle Solène Païdassi lors d'un concours international de violon. J'ai vu qu'après cette compétition, elle s'était un petit peu effondrée et elle racontait à sa mère à quel point c'était dur cette compétition. Et si vous voulez, une demi-heure avant, quand elle était sur scène, c'était la facilité incarnée, cette fille. Donc c'est cette espèce de grand écart extraordinaire qui m'a donné envie d'écrire ce livre, en fait, de le mettre en scène. Toi, Alexandra, quelle a été l'étincelle t'as crié dans les ruines ? Alors, c'est la lecture d'une BD d'Emmanuel Lepage, Un printemps pour Tchernobyl. Quand j'ai ouvert la BD, je m'attendais à avoir des gris, une nature finalement qui était morte. Et au contraire, il y avait des verts éclatants sur les planches et je me suis dit, c'est incroyable ce retour à la nature. Et ça m'a donné envie de regarder, j'ai tapé dans Google Pripyat et j'ai vu cette nature qui était revenue à côté de Tchernobyl. Ça a été le déclencheur, l'étincelle en quelque sorte. Bérengère, tu as eu aussi une étincelle ou à l'inverse, De Pierre et d'Os est né autrement ? Non, mais il y a une étincelle, alors bizarrement, c'est une étincelle qui m'est arrivée au Nouveau-Mexique. C'est au Nouveau-Mexique que j'ai découvert l'art inuit, en fait, et notamment des sculptures. Et c'est vraiment ça qui m'a fait basculer dans l'univers des Inuits. Ça m'a tenu pendant plusieurs années. Et en fait, c'est très drôle parce que donc, quand le titre est finalement arrivé, De Pierre et d'Os, je me suis aperçue qu'en fait, c'était un retour à la matière première de ces sculptures qui m'avaient appelée chez les Inuits, qui sont des sculptures soit en pierre, soit en os. Toi, Sylvain, le point de bascule, il s'est fait à quel moment pour Vaincre à Rome ?
C'est un coup de foudre télévisuel. Je suis tombé une nuit d'insomnie sur un documentaire sur les dieux du stade. Et au milieu de tous ces sportifs que je regardais d'un œil à moitié ouvert, j'ai vu passer Abebe Bikila, ce petit bonhomme pieds nus qui courait à Rome en 1960. Et j'ai noté son nom sur un carnet en me disant « je veux savoir qui c'est ». Et du coup, j'ai été obligé d'apprendre ce que c'était un marathon, ce que c'était que l'athlétisme, ce que c'était les Jeux Olympiques. C'était vraiment des sujets qui m'intéressaient absolument pas. Donc, c'est vraiment un coup de foudre. Je ne peux pas l'expliquer autrement. J'ai été séduit par ce petit bonhomme. Et toi, Cécile, quel a été ton point de bascule? Moi, mon point de bascule, il est venu de très très loin en fait. C'est le lieu, c'est la ferme du Paradis, qui est calquée sur la ferme de mes grandes-tantes et mes grands-parents, qui est un endroit que j'ai très très bien connu, que j'ai beaucoup fréquenté. Et j'ai eu envie de le garder, cet endroit. Alors, il n'est pas du tout autobiographique, ce texte, heureusement, hein, mais ça a commencé par ça. Et ensuite, la deuxième chose qui est venue se greffer à ce lieu, c'était la question du corps des femmes dans l'agriculture. C'était en plein MeToo, en plein Balance ton porc, en plein féminisme médiatique très, très exacerbé. Et il y a quand même certains corps qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas, qui sont les corps des femmes, on va dire, à l'usine et les corps des femmes à la terre. Et j'avais très, très envie, et comme moi, c'est le corps des femmes de ma famille, j'avais envie de le décrire, de le montrer, d'en parler, de le raconter. Voilà. Et toi, Joshua? Essere venuto a conoscenza, grazie al racconto di alcune maestre di scuola, delle storie dei bambini di un quartiere. E mi sembrava l'idea, arrivò improvvisa, che queste storie potessero essere raccontate solo come una favola. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les 6, d'avoir trouvé votre voix? Ah oui, mais c'est une chance. Mais pour ce roman-là, encore une fois, parce que tout se rejoue à chaque fois, c'est même très intimidant, le fait de se replonger dans un texte, enfin de recommencer un texte, c'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Et l'enjeu, on se dit, est-ce qu'on va trouver le ton juste? Et si on ne trouve pas, on va perdre 3 ans. Par exemple, un peu comme Bérangère, j'écris mon second roman et il y a plusieurs personnages et chaque personnage doit trouver sa voix. Et donc, c'est un exercice de style. Enfin, moi, ça m'amuse de me mettre dans la peau d'un personnage en me disant, lui, il va parler comme ça. Et donc, c'est pas forcément ma voix, c'est ma projection sur un personnage, finalement. Joshua, est-ce que tu as le sentiment, toi, d'avoir toujours besoin de trouver ta voix à chaque livre? Sì, io penso di doverla cercare e trovare perché secondo me è l'equilibrio fra le esigenze del racconto e la mia necessità poetica, la mia necessità, la mia voce. Ecco, un equilibrio fra voci. À quoi sert la littérature? À quoi sert ce à quoi vous avez dédié votre vie en partie ou même totalement? Pour moi, elle est essentielle, hein, c'est-à-dire qu'elle répond toujours à des questions qu'on pourrait se poser et qu'on n'a pas forcément en soi. Et donc lire, ça nous permet de voir d'autres vies, d'autres personnages et de se dire ah oui, peut-être que ils vont m'apporter des clés. Quand j'étais plus jeune et ado et enfant, le fait de plonger dans un texte comme on plonge dans l'écriture, ça m'apportait tellement, tellement d'émotions qui allaient de la joie intense à la colère, à la surprise, parfois au cauchemar ou au rêve, que moi je me suis juste dit, je veux faire pareil. C'est-à-dire, je veux aussi provoquer ça chez des gens. Donc peut-être que la littérature, en tout cas du point de vue de l'autrice, c'est d'aller provoquer chez son lecteur ou chez soi-même des émotions qui, dans l'espace social, dans l'espace contemporain, sont un peu cachées, sont un peu perturbées, sont un peu contournées. Io penso che, almeno per quello che mi riguarda, che il ruolo fondamentale di uno scrittore oggi è quello di dare voce a chi voce non ne ha, a quelli che sono, come dire, fuori dai margini della pagina dei giornali o fuori dallo spazio delle telecamere. Questo mi pare, che poi non sono così personaggi esotici, sono nelle nostre città, nelle nostre realtà, sono i nostri vicini di casa spesso.
Oui, enfin, et c'est marrant sur le rôle de la littérature en général. Je pense que ça évolue aussi en fonction de l'âge qu'on a. Et puis, moi, je crois que enfant et jeune, c'était avant tout un plaisir. Après, un jour, on se pose la question politique de ce plaisir et on se dit, bon, oui, si c'est juste un plaisir, est-ce que c'est nécessaire? Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est bien plus que ça. Et du coup, à partir de là, ça devient un outil super puissant d'exploration, d'une façon d'exprimer et de voir les choses qui sont invisibles et qu'on ne pourrait pas exprimer autrement. C'est un poème de Victor Hugo qui parle d'une île qui s'appelle Kio. C'est une île grecque que les Turcs ont dévastée et le début du poème est magnifique. C'est la description de Kio et ça fait les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kio qu'ombrageaient les charmilles, Kio qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un chœur dansant de jeunes filles. Qui se cache dans les branches de ce bel eucalyptus, un marsupial qui nous enchante, aussi beau qu'une fleur de lotus. Je crois que c'est Karine Persillet. Voilà, je l'ai fait tellement réciter à mon fils que je crois que c'est le seul poème que je connais par cœur. Ça va être du Shakespeare en anglais, ce sont des choses qui me restent de l'école de théâtre il y a 20 ans. Now is the winter of our discontent made glorious summer by the son of York. And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean now buried. C'est Richard III. Nuit rhénane d'Apollinaire. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu sous la lune 7 femmes tordre leurs cheveux longs et verts jusqu'à leurs pieds. Debout, chanter plus haut, danser une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes ces filles blondes, aux regards immobiles, aux nattes repliées. Après, je sais pas. Je me rappelle plus.